perspectives qui se dessinent. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir 3 spécialistes en la matière, à commencer par Jocelyn de Verdelon, qui est responsable des investissements pour l'Europe chez PGIM Real Estate. Vous voulez détailler rapidement votre activité ? Entendu. Monsieur Grégory Gutiérrez, associé chez DS Avocats. Un mot non ? Oui, associé et surtout avocat, évidemment, et j'interviens plus spécialement dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Claude Leland, fondateur d'Argan. Tout va bien. Et monsieur Victor Macias, Head of Development chez Valor Real Estate Partners. Rien à ajouter. On va pouvoir commencer notre conférence sur le sujet de la logistique. La crise sanitaire a en quelque sorte formulé notre dépendance à la logistique alors qu'elle constituait jusqu'alors une industrie qu'on subissait entre guillemets. Quand on évoque la logistique, on pense aux messageries, aux entrepôts, à la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. Donc pour commencer et en préambule, est-ce que vous pourriez définir ce qu'est la logistique ? Qui souhaite prendre la parole en premier ? C'est moi, pardon, oui. Monsieur Leland. J'ai une voix qui porte, mais peut-être pas suffisamment. La logistique, je la définis comme étant le trait d'union entre la production et la consommation. Ce trait d'union, il est direct s'il s'agit donc de l'e-commerce et il est indirect via les magasins de distribution habituels lorsque l'e-commerce n'est pas de rigueur. J'ajouterais que l'entrepôt permet également de distribuer à l'unité ce qui est produit en série. Et ça, c'est fondamental. C'est la raison d'être d'un entrepôt. Et je ne pense pas qu'on puisse, malgré les évolutions de la technologie, produire demain à la demande. Auquel cas, effectivement, l'entrepôt n'existerait plus. Mais ça va au contraire à l'inverse. Pour rechercher effectivement donc, des coûts de production très bas, eh bien, on travaille en série et il faut distribuer à l'unité. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou ajouter quelque chose, Jocelyn ? Oui, moi ce que je trouve intéressant dans la logistique, c'est que c'est une classe d'actifs immobilières, comme l'a très bien défini M. Leland, qui est en train de... Enfin, qui est un trait d'union entre la production et la consommation, et qui est une classe d'actifs qui est en train de se sophistiquer, qui est en train de voir émerger de nouveaux produits à la marge, qui est en train de devenir centrale dans l'allocation d'actifs des investisseurs mondiaux et européens pour des raisons qu'on connaît tous, le recul du commerce physique et la montée très très significative du e-commerce dans toutes les géographies. Et donc en fait c'est une classe d'actifs qui est très en mouvement, ce qui n'est pas du tout une évidence, ce qui n'était pas une évidence dans les 20 dernières années où on avait le sentiment que le métier évoluait de manière lente. Aujourd'hui, on est confronté à des nouveaux produits, des nouvelles pratiques, plus de froid positif, plus de froid négatif, plus de messagerie, plus de choses alternatives, alors même que l'investissement logistique n'est plus du tout une classe d'actifs alternative, c'est une classe d'actifs majeure pour tous les investisseurs en Europe. Grégory, Victor, oui, je vous écoute. Non, moi je rejoins Jocelyn sur. C'est un produit qui était très classique, c'était la logistique d'entreposage. Aujourd'hui, on a un peu de tout. On a de la messagerie, la logistique du dernier kilomètre. Il y a des gens qui achètent des parkings, il y a des gens qui font sur plusieurs étages. Il y a la logistique de stockage toujours, il y a de la messagerie, il y a de l'activité qui se transforme en logistique. Donc il y a autant de logistique sur la classe d'actifs immobiliers, il y a autant de logistique que d'acteurs en fait. Grégory, pour compléter. Juste peut-être un tout petit mot de droit, puisqu'on vit dans un monde de droit, et notamment sur la question des entrepôts, ou en tout cas des différentes classes d'actifs en matière de logistique. On a en droit une définition finalement assez industrielle de la logistique, qui est en fait assez parfois un peu obsolète, évidemment, par rapport aux pratiques, par rapport à la vision du métier. Évidemment, les quelques exemples que vous avez donnés à l'instant sur les différents types, évidemment, de pratiques, enfin, en tout cas de types d'actifs en matière de logistique, montrent que finalement, on est sur quelque chose d'assez complexe, finalement. En tout cas, le droit, aujourd'hui, a une vision très
très industrielle des choses est certainement partielle. Alors, on a l'habitude de dire que le droit est toujours un petit peu en retard par rapport à l'encadrement des pratiques. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des types d'actifs ou des pratiques en matière de logistique ne sont pas couvertes par les définitions données par la réglementation, enfin, en tout cas par les réglementations, on y reviendra. Mais voilà, donc on a toujours une vision en droit, une vision de l'entrepôt, en fait. C'est surtout l'entrepôt qui fait l'objet d'une définition, et pas nécessairement les autres pratiques qu'on voit naître depuis quelques années, depuis ces dernières années, et a fortiori depuis la crise sanitaire. Merci à tous les quatre. Est-ce que vous pourriez faire un état des lieux global, vous avez commencé à le faire, un état des lieux global du segment logistique en France aujourd'hui, peut-être les perspectives d'atterrissage à fin 2021. Jocelyn. Ouais, moi je vais peut-être donner un éclairage investisseur. Je disais une évidence absolue, mais la classe d'actifs logistiques est devenue une part essentielle de l'allocation d'actifs de beaucoup de gens. Il y a de plus en plus d'argent dans la logistique et en fait ça se voit dans les volumes d'investissement en France, dans la logistique. Les volumes d'investissement n'ont jamais été aussi importants que cette année, avec à côté de ça des chiffres de take-up, de prise à bail locatif qui, pour le coup, eux, n'ont pas explosé de la même manière que les volumes d'investissement. Donc il y a une croissance très très forte de l'activité, une attractivité de la classe d'actifs qui est indiscutable, une réflexion sur le produit qui commence à naître, et en fait on se rend compte que, en tout cas dans l'œil d'un investisseur, la logistique a remplacé le commerce physique, que ce soit des retail parks, des pieds d'immeubles, des centres commerciaux, quasiment dans les mêmes étiages en termes de volume d'investissement dans nos allocations d'actifs. C'est assez flagrant et c'est une vraie nouveauté parce que ce n'est plus du tout un marché de spécialistes pour l'investissement, mais c'est un marché de généralistes. Donc, vu de l'œil investisseur, le marché est absolument florissant. Entendu. Victor, un autre regard d'investisseur? Non, je partage encore une fois le point de vue de Jocelyn. On a la même vision. Je dirais que là où je pense qu'on est un petit peu en retard en Europe, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs. La demande n'est pas encore complètement là en termes de demande locative, mais si on regarde que ce soit le marché américain ou le marché asiatique, l'écart est bien moins grand. Et donc les anticipations des investisseurs pour l'Europe, c'est que ce rattrapage s'effectue, et c'est ça aussi qui amène les capitaux aujourd'hui. On ne le voit pas partout, mais on le voit sur certaines localisations. Il y a beaucoup de demandes et il y a de la croissance des loyers. Donc c'est en train d'arriver. Le changement, on est en train de vivre un changement semaine après semaine. Alors je précise avec votre intervention la question, est-ce que ce changement, ce bouleversement est dû à la crise sanitaire en particulier, ou c'est quelque chose de plus structurel? C'est plus structurel. Et le Covid n'a fait que le renforcer et l'accélérer. On a discuté, nous, avec Chronopost, la prise à bail d'un de nos bâtiments, et ils nous ont dit qu'en un an, ils avaient fait 50 business plans en croissance de colis. Donc c'est un accélérateur, mais la lame de fond, elle était déjà là, et elle se serait passée, Covid ou pas. Monsieur Leland, quelque chose à ajouter sur la question? Oui, il serait peut-être bon d'avoir quelques repères d'abord sur le marché français, que je connais un petit peu. Et donc, nous, on évalue le marché à environ 70, voire 80 millions de mètres carrés. Il s'agit donc des entrepôts de plus de 5000 mètres carrés, ce qui permet effectivement donc de relativiser donc les nouveautés qui sont quelquefois tout de même marginales par rapport aux fondamentales. Je vous rappelle, mais vous le savez probablement, que les entrepôts sont soumis à autorisation ICPE, mais ça on pourra le développer après si vous voulez. Ils sont également normés, au moins depuis environ l'année 2000. Depuis 2000 à aujourd'hui, la logistique s'est développée avec l'immobilier naturellement qui est le refuge, ou en tout cas les moyens de stockage. Alors en termes de typologie, c'est structuré, mais ça c'est déjà assez commun. Les entrepôts dit XXL, donc plus de 50 000 mètres carrés, c'est assez
connu. Nous-mêmes, donc Argan, avons des entrepôts qui font plus de 100 000 m², mais ce n'est pas, la moyenne est plutôt à 30 000 m². Alors si on descend, donc il y a le secteur médian, ce sont des surfaces qui vont de 10 000 à 50 000. Ensuite, les petites surfaces de 5 000 à 10 000, les plus nombreuses, mais en termes donc de somme de surface, c'est tout de même pas majoritaire. Alors rajoutons naturellement les messageries dont on a parlé un petit peu, et puis la fameuse logistique du dernier kilomètre. Pas très bien. Alors, pour compléter peut-être le propos, sans prendre trop de temps, donc les entrepôts sont en typologie de température à température ambiante pour l'essentiel, pour le principal. Ensuite, les entrepôts à température frigidaire, c'est-à-dire froid positif de 2 à 8 degrés. Les entrepôts à froid négatif congélateur, donc moins 25, moins 27, etc. Et puis, c'est là probablement l'essentiel. Non, j'oublie un autre. Il existe une catégorie donc, d'entrepôts à température dirigée où il ne faut pas excéder les 25 degrés. Ça, c'est pour la pharmacie, pour les produits pharmaceutiques, et puis pour le chocolat, enfin des produits de ce type-là. Un mot peut-être, je descends la cartographie, hein, et ça donnera peut-être des repères. Donc des entrepôts robotisés, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est très tendance. Donc je vais plutôt dire les entrepôts mécanisés, robots, convoyeurs, et puis trieurs de colis, ça c'était déjà plus ancien. Ensuite, les secteurs économiques qui interviennent dans les entrepôts, principalement la grande distribution alimentaire. C'est à peu près 50% des surfaces d'entrepôts. Ensuite, on va descendre l'équipement de la personne, équipement de la maison. Voilà les grands sujets, mais je suis peut-être au-delà de ce que vous vouliez entendre. Non, c'est très bien, mais on aura sûrement l'occasion de vous réentendre sur ces différents sujets avec les questions qui avancent. Grégory, un mot à ajouter là-dessus ? Non, j'ai pas grand-chose à dire. Sur les questions de marché, l'avocat, je dirais généralement, n'a pas grand-chose à dire de ce point de vue-là. Si je peux peut-être ajouter quelque chose, c'est que je disais tout à l'heure que la notion logistique ou la notion d'entrepôt est appréhendée par le droit d'abord et essentiellement à travers une vision très industrielle. En fonction des typologies d'actifs, vu que le marché est quand même un peu en effervescence et surtout sur des actifs qui peuvent être très différents les uns par rapport aux autres, on va avoir en tant que conseil sur le plan juridique avoir à se soucier de l'appréciation de risques bien différents selon les types d'actifs. C'est là où on y reviendra certainement. En dehors de la réglementation SCPE qui est évidemment un fondamental, il va y avoir une accumulation d'un certain nombre d'autres types de risques qui ne seront évidemment pas du tout les mêmes selon le type d'actif, selon qu'on parle d'un entrepôt robotisé ou mécanisé, d'un entrepôt assez plus classique, de plus faible dimension en général, ou de la logistique urbaine. Voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes approches en termes de risques juridiques. Merci beaucoup. On a beaucoup entendu le terme résilience pour évoquer la logistique au cours des derniers mois, notamment du fait de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui, pour vous, explique cette résilience ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Monsieur Leland. Je veux bien, oui. Eh bien, pendant la crise sanitaire, on a continué de consommer. C'est la forme de distribution, de consommation qui a principalement évolué. Donc, et ça a été un booster donc, pour le développement de l'e-commerce. Mais dans tous les cas de figure, je l'ai dit tout à l'heure, l'entrepôt est incontournable. Que ce soit donc de la distribution traditionnelle par magasin interposé, l'entrepôt se situe donc en amont de cela, et donc l'entrepôt par définition, il est résilient. Et ça n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Ça me paraît fondamental comme positionnement. Merci beaucoup, Monsieur Leland. Victor, vous apprêtez à prendre la parole. Nous, on est aussi un pur player de l'immobilier logistique, distribution, activité, et donc clairement, on a la même grille de lecture. Je dirais que c'est encore plus structurel que ça ne l'était il y a 10 ans, où on était sur du gros entreposage avec
des changements techniques qui faisaient que le bâtiment avait une obsolescence. Et aujourd'hui, on est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on faisait du 7 mètres de haut, on est passé à 9, on est passé à 12, on est passé à plusieurs étages. Et les entrepôts de 7 mètres de haut qui étaient sur la 86 en région parisienne, qui étaient trop urbains, trop petits, pas assez stockage, redeviennent à la mode. Et donc ce changement de consommation avec le e-commerce a renforcé encore la classe d'actifs et sa pérennité. Merci. Grégory, un mot là-dessus? Pas particulièrement. Non, je vais prendre un peu à revers cette notion de résilience. Oui, c'est par définition, a priori structurellement. J'écoute évidemment avec beaucoup d'intérêt les spécialistes, mais il y a une autre forme aussi de résilience dont on doit parler, qui là pour le coup, alors je trouve d'ailleurs de mon point de vue de juriste que finalement les entrepôts s'en sortent très bien, contrairement à d'autres types d'actifs auxquels on pourrait penser. Mais en tout cas, il y a une notion de résilience qu'il faut aussi avoir en tête, qui est celle de la résilience telle qu'on l'entend aujourd'hui du point de vue du législateur. Comme vous le savez, il y a quelques mois, enfin, au mois d'août, a été adoptée une loi dite climat résilience. Je vous épargne le long titre de cette loi. Mais qu'est-ce qu'elle vient au fond dire, cette loi, qui n'est pas la première sur le sujet, mais elle vient poser pour la première fois dans le titre d'une loi une notion de résilience par rapport aux impacts que peut avoir le climat sur les activités humaines, on va dire, pour être très large. Et donc c'est vrai que cette loi, alors qui n'est pas évidemment une loi en fait pour encadrer spécialement les activités logistiques, a forcément un impact sur ce type d'activité, à commencer par l'accroissement des contraintes qui vont arriver sur les questions d'artificialisation, ou plutôt d'interdiction d'artificialisation du territoire français, avec un certain nombre d'objectifs. Et donc on demande aux actifs d'être résilients. Ça tombe bien si les entrepôts sont résilients, mais il y a une sorte de menace, d'une certaine manière. En tout cas, ça peut conduire, c'est encore un peu tôt évidemment pour le savoir, on attend encore beaucoup de textes d'application, tout ça va quand même prendre du temps, mais en tout cas ça risque de réorienter effectivement certainement en tout cas l'appétence ou les fonciers éventuellement disponibles sur des fonciers qui vont se resserrer autour notamment de friches, d'ailleurs la loi d'une définition d'un friche, ou des fonciers on va dire dégradés, hein, ou en tout cas des fonciers déjà artificialisés. Donc ça risque d'avoir un effet retour hein, par rapport notamment au prix du foncier. Donc voilà, ça pour dire qu'il y a, même si ce sont des actifs résilients, il y a une attente aussi de résilience encore plus forte de la part du législateur, me semble-t-il. D'autant que ce sont, alors pas pour tous, mais pour un grand nombre, ce sont des actifs consommateurs d'espace. Merci beaucoup. Jocelyn, vous avez parlé tout à l'heure de l'investissement qui était un marché de spécialistes autrefois et qui est maintenant plus généraliste. On a du coup l'arrivée de nouveaux investisseurs sur un marché sous-offreur. Qu'est-ce que ça va amorcer ? Ça a amorcé comme dans un certain nombre de classes d'actifs immobiliers en Europe, l'afflux de fonds propres, les taux bas et le manque de produits fait que les prix bizarrement montent. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et en logistique, aujourd'hui, pour donner un petit élément pan-européen, il y a entre 4 et 6 portefeuilles qui font à peu près 1 milliard de valeur qui sont en train d'être vendus ou qui essayent de se vendre en Europe. Ça veut dire qu'en fait, on va arriver, et on arrive déjà sur un certain nombre de produits logistiques un peu originaux, donc en dehors des plateformes classiques, à des valeurs qui s'approchent en loyer à des valeurs de bureaux de troisième couronne, et en valeur métrique à des valeurs d'une autre classe d'actifs que la logistique. Donc on arrive à un moment de marché où
un certain nombre de gens s'interrogent sur, pas une surchauffe, mais en tout cas, on atteint des valeurs en termes de taux et en termes de valeurs métriques qui sont jamais atteintes et très étonnantes. Et puis surtout, avec une valeur vacante à terme à la fin des baux qui n'est pas exactement la même en logistique que dans d'autres classes d'actifs comme du bureau ou du résidentiel ou quand c'est vide. On se dit que la valeur résiduelle est nettement au-delà du foncier. Donc une concurrence accrue, des prix qui continuent à monter et un propos de ma part absolument évident. Donc c'est pas très intéressant ce que je viens de vous dire. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Monsieur Leland? Oui, je veux bien. Je voudrais revenir un petit peu en arrière. La résilience, la difficulté de développement ne met pas en cause la résilience des entrepôts. Mais ce sera effectivement plus difficile à développer, ce qui d'ailleurs est un avantage concurrentiel pour l'existant. Les foncières existantes sont avantagées par cela, puisque la conséquence, c'est que normalement, les loyers donc, vont être plus élevés à terme. Pour le moment, les conditions sont réunies, mais pour autant, dans les faits, d'abord, on est tenu par un bail commercial, et donc en cours de route, on ne peut pas faire fluctuer les loyers. Et quelque part, la difficulté de développement, encore une fois, n'entrave pas la résilience. Je ne pense pas. Je rajouterais que c'est d'autant plus résilient que dans la distribution logistique, le maillon le maillon faible, c'est le transport. C'est le transport qui est le plus coûteux, d'où l'intérêt effectivement donc d'avoir un barycentre bien situé. Le barycentre, tout le monde sait ce que c'est. Et tout cela, tous ces facteurs convergent pour dire que l'entrepôt a tout de même pas mal de vertus. En transport, 1 kilomètre égale 1 euro. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc l'autre question, c'était plutôt l'arrivée donc d'investisseurs sur cette classe d'actifs. Eh bien, cette classe, les investisseurs effectivement du retail et des bureaux se reportent là-dessus. Aujourd'hui, donc ça a pour effet de compresser les taux de capitalisation et ça valorise par voie de conséquence le patrimoine. Ce qui est également là un avantage pour l'existant. Merci beaucoup. Un mot, Victor? Oui, je pense qu'il y a de plus en plus d'argent, c'est de plus en plus difficile de développer. Ça laisse pas mal quand même de la place pour des acteurs qui sont soit plus agiles, soit qui décident de se retrousser les manches. Et donc, on constate quand même pas mal plus de ce qu'on n'avait pas avant, qui consiste de rénovation lourde, de restructuration, de redéveloppement d'anciens sites industriels. On est un peu sorti de la logique de je prends un terrain agricole et je construis. Et les acteurs qui sont capables d'avoir cette casquette-là, donc peut-être pas ceux qui viennent directement du commerce et du bureau et qui se disent qu'ils vont juste aller faire un chèque, il y a quand même de la place pour trouver des solutions et trouver des produits. Est-ce que ça veut dire que vous voyez des opérations de transformation, en tout cas de réhabilitation de plateformes existantes sans destruction totale ? Nous, c'est ce qu'on a fait à Limay, à Emerainville, à Bobigny, et à chaque fois, on a atteint des loyers qui sont supérieurs aux loyers de classe A dans des régions proches, mais un tout petit peu plus loin. Et donc, techniquement, ça veut dire que vous faites quoi sur un entrepôt, mettons, de 7 mètres que vous voulez transformer on au bout du remplace jour ? Le bardage, la toiture, la cour camion, on vient mettre du sprinkler, on refait les bureaux, on change les portes, on refait le dallage, on conserve la structure. On conserve que la structure, d'accord. Monsieur Leland qui... Oui, à ce propos, je viens d'écrire un article qui a pour titre « Les vieux entrepôts ont-ils un avenir ?» Et c'est donc totalement d'actualité, c'est ce que vous dites. Alors pour ce faire, si on fait un petit peu d'histoire, les vieux entrepôts n'avaient pas d'intérêt il y a 10 ans ou même un peu moins. Pour une raison très simple, c'est que le foncier était très disponible, pas cher. Aujourd'hui, le foncier en agglomération coûte très cher. Il y a un site industriel, enfin logistique, mais à connotation industrielle, situé à l'est, au nord parisien, qui s'est vendu 300 € du mètre carré. Ramené à la surface construite, au mètre carré construit, avec un cost de 50%, ça fait 600. Pour un coût de construction qui, lui, est à peu près aux environs de 500, tout compris. Voilà, donc c'est un petit peu le décor. Et donc, à partir du moment où les fondamentaux du vieil entrepôt sont consistants, alors la hauteur, c'est un facteur défavorable, mais pas éliminatoire. Mais il faut effectivement, on va mettre du capex pour environ 250 €, c'est-à-dire la moitié d'un neuf, et on a quelque chose, on a une voiture d'occasion qui roule bien.
Elle n'est pas électrique, mais elle roule bien. Hein? Merci, Monsieur Leland. Grégory, pour conclure sur cette question. Oui, surtout que je comprends que... Parce que j'ai évidemment été amené à travailler sur ce type de projet, de restructuration, de réappropriation de l'existant, parfois très ancien, qui pose tout un tas de questions et qui pose effectivement une des principales questions, qui est de savoir en gros, au-delà des aspects purement fonciers, qui est de savoir effectivement si l'entrepôt peut, d'un point de vue juridique, s'appuyer sur des bases plus ou moins solides qui lui permettent d'éviter trop de contraintes, notamment en termes procéduraux, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même principalement un système d'autorisation, évidemment, une autorisation administrative, qui peut être d'ailleurs multiple parfois, mais qui effectivement pose la question de savoir si la réutilisation de l'existant, finalement, ne rend pas plus complexe les choses d'un point de vue procédural que, finalement, de recommencer à zéro. Mais c'est une question qui se pose à chaque fois, à chaque cas de figure, et parfois on a d'heureuses surprises de voir qu'effectivement, sur certains entrepôts faisant l'objet de réhabilitation ou de restructuration même un peu lourde, qu'on peut se fonder sur des droits acquis. Donc ça c'est un point intéressant. Mais en tout cas, sur l'approche, évidemment, réutilisation de l'existant, il y a effectivement un sujet assez complexe sur lesquels parfois des investisseurs ne veulent pas trop rentrer, ce qui peut aussi freiner certains investisseurs qui se disent oula, il y a des sujets un peu complexes, il y a du risque, donc j'ai pas forcément envie d'y aller. D'autres, évidemment, y vont plus facilement. Et encore une fois, je rejoins ce que disait Victor tout à l'heure, c'est que ça conduit aussi à faire appel à d'autres métiers, à compléter, si vous voulez, un peu l'ensemble d'une équipe de développement sur une opération, où là, il va falloir se poser de très bonnes questions et de sérieuses questions en amont pour vérifier si effectivement, dans quelles conditions on peut faire cette restructuration, en utilisant finalement au mieux la situation historique, la situation du passé d'un site d'entrepôt, sachant que, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'état du droit, enfin, si vous lisez les textes, vous avez une vision finalement assez partielle de la réalité. Il faut bien dire qu'on est sur, notamment... sur l'aspect réglementaire, sur un maniement qui est parfois pas aisé, mais en tout cas sur lequel la pratique compte énormément, et notamment les discussions qu'on peut avoir avec les autorités administratives notamment. Oui, Monsieur Leland. Oui, je voudrais ajouter un point, c'est-à-dire que, pas contrairement à ce que vous dites, mais le fait donc d'avoir une autorisation type ICPE sur un existant, c'est un avantage énorme. Parce que si vous démolissez, on est quasiment certain donc de ne pas pouvoir reconstruire un entrepôt, ça c'est certain. Et à partir du moment où cette autorisation existe et que le droit d'urbanisme n'a pas été modifié fondamentalement, eh bien rien ne s'oppose à refaire une réhabilitation. Alors que le démolir et recommencer, c'est mission très souvent impossible. Je suis bien d'accord, j'ajoute juste un point. Je rejoins complètement ce que vous dites, évidemment. Le but, c'est d'essayer de recycler, entre guillemets, sans faire de mauvais jeu de mots, mais de recycler un peu, finalement, les autorisations qui ont été obtenues, qui fait aussi la valeur du bien. Mais ce que je vous dis là, c'est aussi un retour d'expérience qui fait que même quand tous les signaux sont au vert, du point de vue de l'analyse purement juridique, ensuite, il faut se confronter à l'administration. Et l'administration a sa lecture des textes, elle a sa pratique des textes, parfois assez étonnante, il faut bien dire. Et donc ça peut conduire, dans certains cas de figure, finalement à baisser un petit peu la garde, à se dire bon finalement, on va recommencer, on repart un petit peu de la feuille blanche. Juste un complément, la réhabilitation d'un vieil entrepôt a un avantage très important sur le bilan carbone, puisque donc toute construction a un passif carbone que vous connaissez. Si vous le réhabilitez, effectivement, on va peut-être détériorer très légèrement du fait des travaux neufs, mais à la marge. Et donc ça, c'est un avantage qui est très tendance. Justement, le bilan carbone repose plutôt sur l'activité des utilisateurs en logistique. Comment vous intégrez dans vos fonctions respectives le paramètre environnemental dans vos stratégies ? Vous pouvez continuer du coup. Je prends. Voilà, c'est chaud.
Oui, alors donc nous-mêmes, nous avons choisi depuis 2018, et c'est devenu obligatoire depuis 2020, d'équiper nos toitures d'entrepôts de centrales photovoltaïques. Et ces centrales photovoltaïques, c'est devenu obligatoire, mais nous avions anticipé la chose, permettent sur l'année, moyennant un équipement complémentaire de stockage en batterie, de couvrir les besoins de l'entrepôt en chauffage et en éclairage. C'est déjà pas mal. Alors après, reste effectivement le process de l'utilisateur. Alors selon son métier, selon sa mécanisation, si c'est du froid, eh bien effectivement, il faut quand même pas mal de kilowattheures, vous le savez. Et donc la tendance, c'est celle-là. Nous avons choisi cette option qui est vertueuse dans la mesure où tous les experts sont d'accord là-dessus, qu'il faut produire là où on consomme. Donc ça, c'est le côté centrale photovoltaïque. Et nous, finalement, avec l'accroissement donc du volume de stockage des batteries, nous pensons couvrir 50% des besoins de l'entrepôt, y compris le process, pour un entrepôt, j'allais dire, normalement mécanisé. Alors, il est vrai que les kilowattheures issus donc des batteries, ces kilowattheures coûtent plus cher que les kilowattheures primaires émis par la centrale. Donc il faut faire un mix, mais ramener, j'allais dire, au coût global de construction, c'est tout à fait la piste que nous poursuivons. Merci beaucoup. Victor, vous voulez prendre le relais ? Nous, à notre échelle, en tant que propriétaire, quand on rénove, déjà on limite l'artificialisation des sols. Ensuite, on a tendance à mettre de l'isolation supérieure, de l'éclairage naturel supérieur. On n'a pas encore rentré dans le photovoltaïque parce qu'on est une petite. C'est difficile. On a une petite surface en termes de patrimoine et des plus petits bâtiments en termes de mètres carrés que peut avoir Argan. Et donc c'est plus compliqué à dérouler en tout cas plus coûteux et plus compliqué à équilibrer. Ensuite, en termes de financement, on a été les premiers à mettre en place un financement ESG avec Acofi qui nous incentive à mettre en place des mesures, aussi bien à remplacer des LED, etc. On a un dialogue avec les locataires. Après, tout ce qui est process opérationnel et trafic routier, je dirais que là, on a un impact qui est très limité. On n'a que peu d'actions, si ce n'est d'offrir aux locataires la possibilité d'être au plus proche du bassin de consommation. Et nous, on est vraiment, c'est vraiment ce qui alimente notre stratégie, c'est le plus proche possible du centre-ville, des grosses agglomérations. Jocelyn. Oui, c'est un débat que je trouve très intéressant parce que on peut faire tout ce qu'on peut pour essayer d'équilibrer le bilan carbone de nos actifs de logistique. On a quand même du mal à avoir une influence sur l'activité de nos clients finaux qui sont les locataires, les transporteurs. Surtout quand, dans l'immense majorité des cas, ils transportent les marchandises avec des camions au diesel. Mais ce serait assez cynique de se dire que ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est outre le fait de mettre au point des plateformes qui sont les plus économes possibles et les plus neutres en carbone. La question que je pose, pour un débat entre propriétaires ou développeurs, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas la localisation de nos plateformes au plus proche du consommateur final pour limiter les transports ? Est-ce qu'on n'est pas en train de dire que si on veut vraiment parler d'ESG en logistique, il faut revoir un peu la façon dont on propose des produits aux transporteurs en arrêtant d'être systématiquement dans des nœuds autoroutiers à 1 heure des grandes villes, ce qui veut donc dire des camions au diesel qui roulent sur l'autoroute toute l'année. Et est-ce qu'il ne faut pas faire plus de petites plateformes plus proches des centres-villes, plus proches des transports, plus proches, en tout cas pour limiter les kilomètres faits par nos clients finaux ? C'est une question ouverte, mais c'est vrai que moi, quand on me dit le bilan carbone de l'activité logistique chez PGIM, il est favorable parce que toutes nos plateformes sont labellisées le mieux possible, j'ai toujours dans un coin de ma tête le cynisme de me dire c'est finalement rien du tout par rapport à la pollution atmosphérique qu'on crée avec tous ces camions. Merci Jocelyn. Grégory, pour conclure. On est... Sans vouloir lire dans la boule de cristal, ce qui vient d'être dit par Jocelyn annonce finalement le futur. Pour une raison simple, qui est que, comme vous le savez, la France et l'Union européenne, notamment, se sont fixés un objectif de neutralité carbone à 2050. C'est pas nouveau, tout le monde le sait.
on a une trajectoire que l'on connaît. 2050, c'est loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça pour que, notamment le législateur et finalement tous les acteurs, que ce soit de la logistique ou d'autres domaines, hein, bien sûr, ce que je dis est finalement valable à d'autres domaines, pour d'autres domaines, c'est qu'on va être sur une tendance de fond irréversible, sauf à ce qu'on revienne sur cet objectif, qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir un impact assez fort sur les pratiques. Donc on a déjà des outils qui existent, hein, certains coercitifs, imposés par le législateur. On parlait tout à l'heure des panneaux solaires en toiture, ce qui, entre parenthèses, est assez intéressant comme exemple, d'ailleurs, d'un point de vue de la politique industrielle de l'État français, puisque on impose une couverture, mais finalement, une couverture en surface, mais finalement sans vraiment donner les outils aux propriétaires et aux locataires pour l'utilisation de ces panneaux solaires. Alors, évidemment, les plus grands professionnels et les mieux armés, qui ont d'ailleurs anticipé tout cela, bien évidemment s'en sortent, mais c'est bien beau de couvrir les panneaux de toitures de panneaux photovoltaïques, encore faut-il savoir ce qu'on en fait. Est-ce que c'est pour de l'autoconsommation? Est-ce que c'est pour en faire autre chose? Est-ce que c'est pour faire de la vente auprès d'un tiers? Tout un tas de schémas sont possibles, mais en tout cas, le bailleur, bien souvent, en tout cas le propriétaire, à qui revient cette charge, en premier lieu, finalement, se voit imposer une suggestion sans avoir forcément l'ensemble du mode d'emploi. Je referme cette parenthèse, qui est quand même intéressant, c'est symptomatique, me semble-t-il, je dirais, au niveau politique, de la façon dont on appréhende ces sujets-là. On va être sur une approche très boîte à outils, sans forcément qu'on ait une ligne très claire. Et d'ailleurs, je dirais, l'accumulation des lois dites énergie pour une croissance verte, ou climat résilience, ou climat en 2019, montre bien que finalement, sur ces questions-là, ça fait longtemps finalement qu'on légifère, sans avoir de ligne directrice très claire. Si vous prenez la dernière loi climat résilience, c'est une succession de petites mesures, alors certaines importantes, d'autres moins. D'ailleurs, sur la question des... Ça va peut-être faire plaisir à Victor, mais effectivement, sur la question de la couverture des toitures, le seuil a baissé. Donc peut-être que ça va plus conduire Victor à en poser. Mais en tout cas, c'est intéressant de montrer qu'on est sur une approche qui est un peu au coup par coup, avec une série de mesures où finalement, je me mets à la... Moi, j'essaye d'y voir à peu près clair là-dedans, mais je me mets à la place des développeurs ou des investisseurs. C'est franchement pas simple d'y voir clair, surtout sur la façon d'appréhender notamment le sujet environnemental et surtout énergétique désormais par rapport aux entrepôts. Merci beaucoup. C'est terminé. Désolé pour les questions, vous pourrez leur poser en direct éventuellement. Merci à tous les quatre. Problématique, comment satisfaire l'appétit des investisseurs institutionnels. Très bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.